Je sais pas. Voilà. Je partage. Bien, donc, Philippe, donc, je vais le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Philippe a réalisé donc, ses études d'ingénieur à Polytech Clermont-Ferrand en 1992. À l'époque, cette école s'appelait le PUST. Et puis, il a ensuite réalisé sa thèse à l'université de Clermont-Ferrand, une thèse en convention CIFRE donc, sur les géosynthétiques. Et donc, avec pour objectif de lutter contre l'érosion géonaturelle. Ensuite, Philippe est rentré au LCPC en 1997. Il est devenu directeur de recherche et ses domaines de spécialisation incluent entre autres l'érosion et l'affouillement. Et d'une manière plus large, la géologie du littoral, la géologie côtière et marine. Voilà, merci. Philippe, à toi la parole. Merci Jean-Luc. Donc, je vais faire une présentation qui fait un peu le lien avec la présentation précédente, mais qui montre aussi toute l'interaction humaine et comment l'homme aussi joue un rôle non négligeable dans ce processus. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux ouvrages ferroviaires. Donc, j'ai fait cette présentation avec mes collègues de SNCF Réseau qui ont aussi à gérer tout un patrimoine qui est sujet qui est soumis à ces sollicitations. Alors, je vais passer rapidement pour gagner du temps. Ça, c'est pour les gens qui auront besoin de revoir la présentation après. Donc, la SNCF gère un patrimoine important d'ouvrages répartis sur tout le territoire et qui, ici, compte donc, des ouvrages d'art, ponts, murs ou tunnels qui ont tous les pieds plus ou moins dans l'eau. Et je parle ici, pour être précis, que des ouvrages hors réseau ferré haute vitesse. C'est que le patrimoine ancien, donc, qui a eu 100, 150 ans d'âge. Et donc, vous voyez, le nombre de ponts est assez conséquent. Et les murs de soutènement, alors après, là-dedans, on ne compte pas obligatoirement les cuvées, les murs en retour, mais vraiment, les murs de soutènement se comptent en plusieurs milliers d'ouvrages. Et ces ouvrages, ils sont tous, ceux auxquels on va s'intéresser, ils sont historiquement positionnés dans les cours d'eau. Et donc, ce qui est appelé dans la terminologie de la SNCF des fondations en site aquatique, sont des fondations qui sont soit les pieds dans l'eau ou à proximité de l'eau et qui ont la typologie d'être souvent sur des pieux en bois. Donc, vous voyez la répartition. Ces ouvrages, ils ont tous été construits avec la même technicité, la même technique, c'est-à-dire que d'à peu près du commencement du réseau ferroviaire et ses concessionnaires dans les années 1830 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les systèmes de fondation étaient réalisés par enfoncement d'un maillage assez rapproché de puits en bois. Et vous en avez ici quelques images, donc avec les outils de l'époque qui permettent d'enfoncer ces pieux. Et les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plaçaient le niveau supérieur du treillis en bois en dessous des plus basses eaux qu'ils avaient connues à l'époque, donc au 19e siècle, au 20e siècle. Et ils n'ont pas du tout anticipé qu'il pouvait y avoir des abaissements potentiels par l'action humaine, eux-mêmes, puisque l'industrialisation de la France a entraîné pas mal d'abaissement de niveau de nappe. Et les conséquences d'un changement de régime hydraulique ou climatique. Alors, j'ai mis juste en haut à droite, j'aurais peut-être dû l'enlever, la typologie des ponts. Je ne sais pas si je vois la souris, là, ici. En fait, en France, ce que l'on a, ce sont souvent des ponts en arche et peu des ponts avec des piles. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé. Peu des ponts en piles avec des poutres métalliques ou des poutres béton. Ce qui va, j'ai mis aussi le Japon parce que je vais revenir à un moment donné sur le Japon après. Et donc, bien sûr, il y a eu des dégâts de guerre où il y a eu des changements de système de fonctionnement d'ouvrage sur toujours les mêmes systèmes de fondation sur puits en bois, qui ont entraîné des allègements ou des alourdissements.
Donc j'ai pris deux exemples ici qui montrent comment dire, ce qui peut arriver à un pont, puisque ça a été, c'est plus suivi pour ces ponts qui sont routiers, mais qui sont quelque chose, qui est un phénomène qui va apparaître ou que anticipe la SNCF, c'est que certains ponts peuvent avoir une destruction rapide. Là, c'était l'action anthropique parce qu'il y avait de l'extraction de sable en aval, il y avait en amont des barrages pour réguler l'eau par rapport au parc nucléaire, il y a tout un tas d'aspects qui sont liés à ça. Mais malgré tout, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, j'avais 10 ans quand habitant Tours, j'ai vu le pont tomber à droite, et qu'on s'est retrouvé à ne plus avoir d'eau pendant des mois. C'est un ouvrage qui a marqué les esprits et a entraîné dans le réseau technique beaucoup de reprises en sous-œuvre de ces ponts. Ce que n'avait pas fait la SNCF à cette époque-là. Et puis, vous voyez en haut le pont de Pierre à Bordeaux, où là, on a eu des tassements de l'ordre de 9 cm liés à l'action de l'homme, mais aussi à l'évolution du lit sur certaines piles de ce pont. Quelques exemples d'ouvrages pour illustrer, hein, c'est très varié le parc de la SNCF, mais on va s'intéresser à un seul parce qu'on n'a pas le temps matériel. J'ai fait des expertises sur certains. On va regarder le mur de soutènement en bas à gauche à titre d'illustration pour montrer un peu ce qui se passe. Je commence par des événements extrêmes, quand il est après le mur de soutènement, mais vous voyez ici une culée de pont qui a été complètement déchaussée, vidée de son remplissage granulaire, et vous voyez ce qui reste des rails vers Cambo-les-Bains, ou à droite, en Angleterre, vous avez aussi le même phénomène. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la France, et toutes les sociétés ferroviaires s'y intéressent. Mais quand on prend ce mur de soutènement, où on voit ici le niveau bas des maçonneries, et quand on regarde où sont les agents on a des parties qui, par à la fois l'évolution du lit par des événements un peu trop forts qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent. Pendant presque 100 ans, ces murs n'ont pas eu de sollicitation comme ça. On se retrouve avec des murs tellement, des ponts qui ont les pieds qui sortent de l'eau, et donc où on a des systèmes de fondation en bois, pour la plupart, qui se retrouvent mis en présence d'air, donc d'oxygène, et donc de potentielle dégradation. Et donc, quand on a des évolutions comme ça, c'est fort sur beaucoup d'ouvrages où finalement le trafic, la gestion, c'est compliqué maintenant, le trafic ferroviaire avec la délégation, les régionalisations, etc. On ne peut pas obligatoirement agir sur tout. Donc, ce que fait la SNCF, c'est que depuis de nombreuses années, elle le faisait, mais ça devient de plus en plus intense. Elle est obligée de chercher à anticiper ces phénomènes et ces dégâts. Donc, elle a, je pense que comme tout gestionnaire d'ouvrages d'art, des inspections, mais la plupart du temps, les inspections, c'est la maçonnerie, c'est le béton. Là, on est embêté, ce sont les fondations. Donc, vous avez donc des différents aspects où on a sur l'aspect subaquatique, où on est obligé de faire appel à des plongeurs, et c'est jamais facile de faire passer des caméras dans des massifs où on ne sait pas si on voit une évolution ou comment on la voit. C'est un peu délicat et un peu difficile. Et sachant que les périodicités sont à évaluer par l'expert, et donc il faut des personnels entraînés pour savoir s'il faut diminuer ces périodes d'inspection ou monter le niveau de l'inspection. Donc, il y a tout un tas d'informations qui sont collectées et qui est assez difficile de tracer, surtout pour certains ouvrages où finalement on est amené à collecter une information que la SNCF n'a pas l'habitude de collecter. C'était pas ça ce que faisaient les inspecteurs. Donc il y a toute une formation de tous les personnels et de suivre le cours d'eau maintenant de manière beaucoup plus détaillée avec des bathymétries, etc. Donc face à cette difficulté, l'évolution actuelle est de tenter de changer les pratiques, c'est-à-dire on continue de collecter de l'information au niveau de tous les ouvrages, et c'est le travail qu'on réalise en ce moment aussi avec SNCF Réseau, c'est de rajouter, hein, c'est un peu, il y a un côté de technologie nouvelle, mais même si ces techniques de réseau de neurones existent depuis les années 70-80, de passer à du
fait du nombre d'ouvrages et de la prédiction des ruptures, d'essayer d'introduire un outil complémentaire qui viendrait aider la population des ingénieurs en charge des expertises et des suivis par du machine learning. Donc, pour pouvoir définir, en fonction de ces événements, puisque, alors on n'a pas fait par rapport à la première présentation, on n'a pas encore passé le pas d'essayer d'avoir un modèle prédictif qui nous permette de dire, voilà, nos ouvrages vont évoluer de telle manière en fonction des prédictions de changement climatique ou de variations de pluviométrie. Donc ça c'est quelque chose, on s'est posé la question, mais on n'a pas décidé de passer ce pas-là. Donc, ce qu'on a plutôt essayé de faire, c'était un palliatif. On s'est dit, comme on collabore avec des collègues japonais, donc le RTRI, c'est Railway Technical Research Institute au Japon, qui gère pour les Japan Railway, qui sont les compagnies ferroviaires japonaises, qui gèrent tout ce qui est l'aspect scientifique, Shinkansen, etc. Et ils ont, comme nous, un réseau haute vitesse et un réseau ligne ancienne qui est patrimonial, qui date de 1960. Et l'intérêt du Japon, c'est que le Japon, on pourrait dire, c'est peut-être nous, dans quelques années, hein, il y a des événements extrêmes, bon, c'est un peu trop extrême, mais ça nous permet de voir comment eux réagissent et comment, si nos méthodes que l'on met au point peuvent être testées. Donc, c'est ce que vous avez, j'espère qu'on ne sera pas comme vous avez ici un ouvrage, vous voyez ici le niveau d'eau par rapport à l'ouvrage, et le niveau d'eau est arrivé juste sous le tablier, et le pot est et c'est la quantité de ponts il y en a à peu près 3-4 par an, voire plus, qui tombent de cette manière-là. Donc, ils ont des pathologies importantes. Donc, on a pris les données de leur base de données pour essayer de les tester dans nos outils pour voir si on pouvait prédire cette évolution. Donc, les causes des pathologies, elles sont nombreuses. Hein. Il y a toutes celles que vous connaissez liées à des événements historiques, à des éléments humains. Mais bien sûr, en bas, vous avez tous les 5 derniers éléments sont liés potentiellement, directement ou indirectement, au changement climatique par l'augmentation du niveau de l'eau, l'abaissement de certains cours d'eau, etc. Pour pouvoir répondre à ces questions, je n'ai pas suivi le chronomètre, mais pour pouvoir répondre à combien pour pouvoir répondre à ces questions, donc on a également, parce qu'il y a la méthode de prédiction, il y a la méthode de prédiction de l'évolution de l'ouvrage, et après il y a la méthode de comment est-ce qu'on peut recalculer ou évaluer la sûreté des ouvrages en direct. Et maintenant, ce qu'on essaye de développer, c'est avec les plongeurs ou alors avec des inspections, d'aller chercher les culs en bois et d'aller voir l'état de dégradation. Donc là, il y a quelques éléments qui sont présentés, soit par forage du bois, parce qu'il y a des méthodes qui existent depuis un certain temps sur le forage des éléments en bois, soit poissonnement, soit prélèvement, pour aller après déterminer quelle est l'évolution à 50, 100 ou 200 ans potentiellement du pieu, et de pouvoir recalculer l'ouvrage avec une certaine projection dans l'avenir. Et ça, c'est mon avant-dernier transparent. Et pour pouvoir aussi, avoir des lois d'évolution, comme on est très très pessimiste à l'heure actuelle, puisque le bois de charpente a des méthodologies qui ont été utilisées pour évaluer la pérennité des ouvrages PCTF, qui sont beaucoup trop pessimistes, hein, puisque le bois de charpente est à 14% de degré d'humidité, ce qui est séché, ce qui n'est pas le cas d'un pieu qui a été mis quasiment vert dans le sol par la personne qui a créé l'ouvrage. Et on a créé des massifs où on essaye de faire vieillir artificiellement pour recréer le phénomène et essayer de développer ou proposer des lois qui pourraient être utilisées pour prédire à la fois l'évolution des caractéristiques mécaniques, l'évolution géométrique et l'évolution, au point de vue plutôt des sollicitations en concurrence. Voilà. Et donc, pour conclure, on a ces différentes approches qu'on complète. Alors ça, c'était pour lister un peu ces méthodes qu'on essaye de mettre au point. Donc, soit par des outils dédiés numériques qui permettraient de prendre en compte la dégradation, parce que c'est assez nouveau. L'outil numérique à l'heure actuelle, c'est pour la conception et les nouveaux ouvrages. C'est pas pour regarder comment un ouvrage se détruit. Ou alors par des essais, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sous trafic, des essais d'impact où on essaye de taper sur l'ouvrage pour essayer de voir est-ce que l'ouvrage
c'est des méthodes inspirées par les Japonais, ils font beaucoup ça. C'est-à-dire que quand on cherche à regarder la fréquence propre des ouvrages, non pas de la partie ouvrage d'art, mais de la partie fondation, indirectement, pour essayer de suivre annuellement l'évolution de ces fondations, puisqu'on ne peut pas facilement aller faire un forage sous une fondation, puisque l'ouvrage est là. Voilà, donc c'est un autre point de vue sur d'autres types d'ouvrages, sur probablement l'influence du changement climatique. Passer au temps des questions. Alors, combien de temps il nous reste exactement? Je ne sais pas, parce que je devrais voir l'horloge, là. Ce truc-là, il reste tout. Mais commencez donc à poser vos premières questions. Philippe est à votre écoute. Alors, peut-être Guillaume, pour la première. Philippe, est-ce qu'on saurait régénérer le poids? Ça reste complètement. C'est compliqué comme question. Je dirais non. Parce qu'en fait, le bois, il est attaqué par des champignons qui le mangent. Et donc, quand il est consommé avec l'oxygène, il ne reste plus rien. Donc, je pense qu'il faudrait, maintenant ce qu'on est en train de réfléchir, il faut purger ce qui est déjà en cours de digestion pour pouvoir. C'est pas évident. En France, Aline Quenez. Oui, Aline Quenez. En France, on utilise quoi comme type de bois? Ils utilisaient plutôt du chêne, et au Japon, peut-être autre chose. Est-ce qu'il y a une différence entre l'évolution de ces fondations en bois en fonction du type d'arbre qui a été utilisé, ou vous n'avez pas du tout regardé ce qui est possible? Oui, on a regardé, mais en fait, j'ai pas été suffisamment, parce qu'on n'a pas le temps d'être super détaillé. En France, comme on a des terrains très variés sur le territoire, on a mis souvent des pieux en chêne quand on était riche, c'est-à-dire l'État, et moins riche des fois, quand on était des concessionnaires qui voulaient construire plus vite, des pieux en pin. Ces deux essences, l'une étant l'extrême mais pourtant il y a des pieux en pin dans la région nantaise où on allait faire des expertises qui sont intactes. Mais cela dépendait des périodes et des siècles de la construction. Mais il y a eu des ponts, par exemple dans le nord, là, vers Amiens, où on allait faire des expertises. Le premier pont datait de 1835. Il y a eu une régénération dans les années 1880, et après, dans 1920, après la guerre, et à chaque fois, ils ont remis des pieux en chêne, par exemple. Et pour répondre à la question du Japon, au Japon, ils font très peu de pieux. En fait, les fondations, elles sont posées sur souvent le socle rocheux. Le Japon, sa géologie, en fait, il y a très peu de distance entre la montagne et la mer. Donc, du coup, il n'y a pas de sol comme nous. En fait, les cours d'eau sont beaucoup plus courts. Quand ils arrivent, quand il y a les périodes où des fortes pluviométries, le niveau monte énormément plus vite que chez nous. Et donc, c'est le cas extrême, vraiment, mais ils n'ont pas mis de puits en bois. Même dans les lits de rivière, elles ne sont pas suffisamment larges. Il y en a quelques-uns, mais tous ceux qu'on a, toutes les pathologies qu'on a vues, c'est quasiment directement posé sur le rocher ou sur. C'est différent. Ouais. On a encore le temps pour. On a 5 minutes, je pense. Hein, oui, une question. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur une durée tolérable d'exondation des pieux bois avant qu'une appareille décennie? C'est de l'ordre du jour, de l'ordre du mois, de l'ordre de l'année ou de la décennie? Ça fait partie de la. Alors, tu as enlevé le PowerPoint, mais ça fait partie des. D'habitude, quand on teste pour votre terrasse et que les gens du FCDA, de l'établissement qui gère le bois, c'est celle-ci-là. On met par exemple des piquets dans du sol et on essaie de développer des propositions de graphiques. On voit qu'au-delà de 4 ans, d'habitude, votre bois a disparu. Même si vous mettez de l'acacia, qui en France, c'est un parasite, l'acacia, qui a été importé d'Amérique. Le robinet acacia, il ne dure pas non plus beaucoup. En fait, les gens disaient on peut faire des piquets. Ça n'a pas c'est proche du chêne, mais ça n'a pas des vertus plus résistantes que le chêne. Donc, les bois exotiques, par contre, si on voulait faire le parallèle avec tout à l'heure, mais tous ceux qu'on pourrait avoir d'Afrique ou d'Amérique, peuvent durer beaucoup plus longtemps, parce qu'ils ont souvent des très fortes concentrations en minéraux, ils sont difficilement sciables. Mais il y a quand même des pieux qu'on a constatés,
si vous allez, maintenant, vous voyez, avec l'abaissement, justement, du fait du changement climatique des rivières, on voit souvent des pieux romains qui ressortent dans les rivières. Et ceux qui étaient restés sous l'eau, ils sont là depuis 2000 ans, en fait. Donc, il y a une question, c'est que la partie où l'oxygène peut rentrer dans l'eau, c'est-à-dire que sur quelques dizaines de centimètres, l'oxygène pénètre dans la rivière, et à ce niveau, là où il y a suffisamment d'oxygène et que les bactéries peuvent agir, à ce moment-là, la résistance, elle probablement, on le voit avec le patrimoine et l'expertise qu'on fait pour SNCF, de quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que si vous laissez quelques dizaines d'années, et vous, sur tous les transparents, vous avez dû voir les pieux, à la fin, ils finissent en consommés, ils deviennent noirs, et ça, c'est quelques dizaines d'années. Et on le voit bien, il y avait un cas, alors j'ose pas montrer parce que la SNCF, des fois, a un peu, comment dire, il y a des cas où c'est un peu, dans l'ouest parisien, il y a un RER qui passe, en dessous il y a un pont, il y a des bâtiments qui ont été construits, donc il y a un effet barrage par les bâtiments, parce que les gens ont fait des sous-sols, hein, bien sûr, et ils n'ont pas imaginé que tout le réseau hydrographique arrivait et passait là où passait le bâtiment, donc ils ont dévié la rivière, sauf que la rivière, elle était presque canalisée par les gens de la SNCF à l'époque pour maintenir en eau les pieux du pont qui passe le Talweg juste à la sortie du Talweg. Et donc, l'eau ayant été déviés, en fait, les pieux ont disparu. Et en fait, les pieux, ils sont 30 cm sous le niveau de la fondation. Alors, bien sûr, c'est pas les suivis de tassement montrent que les tassements sont millimétriques. Mais si jamais le changement de trafic est imposé, on n'est plus capable de justifier le pont. C'est aussi un problème assurantiel et un problème de justification in fine. C'est-à-dire que si la SNCF, à l'heure actuelle, voulait, comme on a fait pour le parc routier national, le transférer à une collectivité ou à un autre prestataire du fait du changement d'établissement, en fait, il faudrait mettre des micropieux partout. C'est où? Non. En allant vers Mantes-la-Jolie. J'ai beaucoup de demandes. Les gens me retrouvent sur Internet sur les puits en bois. Alors, j'ai des demandes d'architectes qui veulent construire sur puits en bois. À l'heure actuelle, donc c'est en train de changer. Jusqu'à présent, on ne peut pas construire sur puits en bois. Parce que nos normes françaises sur les fondations ne nous ouvrent pas la possibilité de construire sur puits en bois. Les contrôleurs techniques qui sont un pôle pour le côté assurantiel de vérification ne veulent pas, parce qu'à cause de ces courbes qui étaient présentes à l'écran. Mais c'est en train de changer parce que finalement, dans le cadre des Eurocodes, il y a les pays nordiques construisent encore un peu sur puits en bois. Et les Hollandais ont fait un luxe où vous savez qu'il y a l'Eurocode 7 sur le sol et les roches, et il y a l'Eurocode 5 sur le bois, et les autres Eurocodes. Et dans l'Eurocode 5, les Hollandais, comme ils n'avaient pas d'action suffisamment importante de l'Eurocode 7, ils ont glissé les puits en bois de l'Eurocode 5. Sachant que ça a forcé les gens à l'Eurocode 7 de l'autoriser indirectement. Donc en ce moment, on est en train de réfléchir au niveau de la commission de normalisation sur les fondations, la CNJOG, du BNTRA, de mettre, on avait fait les travaux, de remettre ce qu'on avait fait sur les puits en bois pour pouvoir que les gens puissent dimensionner. Mais par contre, il faudra, et c'est là le problème de la discussion de la première présentation, que les plus basses eaux prévisibles, il faut construire il faut que les puits en bois soient 50 cm en dessous de ces plus basses eaux. C'est ça ce qui a été mis par les Hollandais. Mais quand on est à Amsterdam, le niveau de l'eau, il est maîtrisé à 1 cm ou 2 cm. Ils ont eu plein de problèmes. On pourrait trouver plein de problématiques de pieux pourris dégradés en Hollande. Ils se sont réunis avec les syndicats pour gérer les niveaux d'eau. En France, on a des règles, on a des lois. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de dire à Lyon ou à Rouen ou ici à Paris, le niveau de l'eau, je peux vous assurer qu'il restera tel. On est à la merci d'un pompage qui se déclenche. On voit bien le Grand Palais, le musée d'Orsay, l'industrialisation de la région parisienne au XIXe siècle a fait descendre, pour les hydrogéologues, moins 30 mètres à certains points bas le niveau d'eau. Il est en train de remonter, heureusement, mais ça a entraîné la destruction. Voilà, il est 15h50. Un grand merci. Alors, donc, pendant que je coupe l'enregistrement, je peux simplement rappeler une chose, c'est que nous partons pour une pause de 10 minutes et nous reprendrons à 16h avec la présentation de Gilda Nouri du Bergiem. À tout à l'heure. Ouais.